Bonjour à tous, cette vidéo va être un peu différente de celle que je publie habituellement. Il s'agit d'un entretien, une interview avec Mandela Brel Wafofonkwa, qui est le premier lauréat du MOOC Robotics, qui a validé le MOOC en 2018, c'est-à-dire la première année d'existence du MOOC. Et cette vidéo se propose de retracer son parcours avant le MOOC, c'est-à-dire son enfance, depuis son enfance, l'école primaire, le lycée, et ensuite l'université de Douala, jusqu'à sa situation actuelle, qui est d'être doctorant en robotique à l'INRIA à Rennes, en passant par ses années à Strasbourg, où il a fait un master et également un diplôme d'ingénieur. Mandela est un étudiant brillant, je pense que c'est un exemple à suivre pour ceux qui se destinent à des études en France. Et cet entretien vise à faire un retour d'expérience sur son aventure en France, en balayant un certain nombre de points, en commençant par son enfance au Cameroun. On va parler du système éducatif camerounais, de l'enseignement des mathématiques, de l'informatique, de l'anglais, de l'accès aux études supérieures au Cameroun, le système de concours pour les grandes écoles, d'où vient sa vocation pour la robotique, quelle était l'utilité de YouTube pour ses études, comment il s'est préparé pour les études en France, quels sont les conseils qu'il peut prodiguer, comment ça se passe au niveau de la plateforme études en France, comment il a réussi à trouver un logement, un visa. Il était en France, à Strasbourg, au moment du Covid, comment est-ce qu'il a géré cette période, comment il a conservé les liens avec sa famille. On va parler également de deux de ses collègues qui ont obtenu le MOOC la même année. On va parler du parcours d'Ulrich Mabou et de Manuela Otti. On va également parler de sa thèse un peu plus en détail, quelle expérience ça lui procure, qu'est-ce qu'il en retire, quels sont ses problèmes actuels, quelles sont ses publications. Il va nous faire une démo de sa manip de thèse. On va discuter de l'après-thèse, de ses objectifs professionnels. On va parler un peu des startups de robotique en France, et plus particulièrement des startups dans le domaine de la robotique agricole. Quelques réflexions sur les carrières académiques en 2025 et sur leur attractivité, sur la hausse des droits d'inscription également, qui est un sujet brûlant d'actualité. On va parler du parcours HealthTech du Master ERIV qui a ouvert récemment, qui est une opportunité également de financement pour des étudiants étrangers. Il va donner des conseils généraux pour les études en France à destination des étudiants hors Union européenne. On va un peu parler de la Bretagne, des activités de loisirs auxquelles il s'est inscrit, et un peu du salaire du doctorant également, et des différences culturelles franco-africaines, et également sur ses efforts d'intégration dans la société bretonne, plus particulièrement. Voilà, donc je pense que ça peut intéresser tout étudiant qui a pour projet d'étudier en France. Il y a un certain nombre d'astuces, de conseils qui sont prodigués dans cette vidéo. Et je pense que c'est un exemple à suivre. Si vous envisagez de vous inscrire au Master ERIV, et plus particulièrement au parcours automatique et robotique dont je suis responsable, n'hésitez pas à vous inscrire aux épreuves du MOOC. Le lien est dans la description de la vidéo. Et un succès à ce MOOC vous facilite grandement l'admission au parcours ERIV. Pour nous, c'est un moyen d'évaluer votre niveau. Et donc, un succès à ce MOOC valide un certain nombre de prérequis nécessaires pour ce parcours. Donc, n'hésitez pas à passer par cette voie d'accès rapide au parcours. C'est exactement cette voie qu'avait emprunté Mandela en 2018. Si vous avez pour projet de faire des études en France, je pense que c'est une vidéo qui pourra vous intéresser. Bon visionnage. Bonjour Mandela. Ah, je t'entends pas. Ah, tu m'entends là? Ouais. Alors, ça va?
Ça va et toi? Ça va mettre à la poubelle ce casque. Ouais, donc ça fait un moment là qu'on voulait faire ça, hein. Ouais, c'est vrai, c'est depuis 2023, début 2023, je sais plus. Ouais. Et effectivement, là, c'est le bon moment là parce que bah toi, tu t'entames là la dernière ligne droite Hmm. finalement de tes, on peut dire de tes études quoi, hein, avec le dernier Ah, diplôme tout là, à je fait. pense. Ah ouais, ça va être le dernier. Ouais. Ça va être le dernier, oui. Tout à fait. Et donc, ouais, je viens également de rouvrir les inscriptions là sur le MOOC Hmm. et bon, voilà, je pense que publier une vidéo qui explique un peu le parcours du premier lauréat, d'un des premiers lauréats du MOOC, ça pourra peut-être motiver les candidats quoi, à s'inscrire et à participer à ce MOOC. Ouais, c'est vrai. Peut-être. Voilà. Mais en tout cas, bon, ton parcours est relativement exceptionnel, hein, donc je pense que c'est intéressant d'en parler, de présenter ça, d'expliquer ça, d'où tu viens. Enfin, c'est le but hein, de Hmm. cet entretien-là, c'est de retracer un peu ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que voilà, que t'as choisi cette voie-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au MOOC? Comment ça t'a servi dans ton parcours? Et Hmm. ensuite, comment voilà, comment tu vois la suite aussi après ta thèse? On parlera aussi un peu de ta thèse, évidemment. Je Hmm. pense qu'il y a, bon, sans dévoiler des trucs secrets, hein, je pense qu'il y a des choses qui sont déjà publiées, donc on peut en parler, des choses intéressantes, visuelles et qui parlent même aux non-spécialistes, hein, je pense. Et voilà, je crois. Bon, on va faire ça chronologiquement, si tu veux bien. Oui, tout à fait, oui. Ok. Bon, j'ai un peu préparé là l'entretien. Alors, comme je t'ai dit, on va commencer par le début. Hmm. Quelque chose que je connais pas, donc là, je vais apprendre des choses sans doute, hein. Je sais vaguement d'où tu viens, mais très vaguement, mais Hmm. pas exactement. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'abord un peu de ton enfance, ta ville d'origine? Ah, la ville d'origine, bah, tout d'abord, je suis originaire du Cameroun. Donc, Ouais, c'est un pays d'Afrique centrale. Donc, j'ai grandi dans la ville de Bafoussam. ok. C'est un peu la troisième ville du pays, parce que en général, dans les pays africains, il y a quelques grosses villes Hmm. qui sont hyper développées, et le reste du pays, c'est l'arrière-pays, quoi. Ok, alors Bafoussa, hein, c'est ça? Bafoussam. Bafoussam. Est-ce que tu peux le Hmm. montrer pour ceux qui situent pas, même le Cameroun peut-être, hein, et Attends, sûrement pas la ville, est-ce que tu peux partager ton écran et montrer ça sur Google Maps peut-être? ouais, je vais regarder ça. Voilà, on voit. Ok, Ouais. d'accord. Donc, bon, je situais pas du tout, hein, Bafoussam. Ouais, donc on voit que là, on a l'Afrique. Si on dézoome, là, on a l'Afrique. Oui. Et donc là, c'est le Cameroun. Donc si on zoome là, il y a deux grosses villes au Cameroun. Là, c'est Douala. Mhm. C'est un peu la capitale économique, Ouais, où il y a toutes les grosses entreprises du Cameroun. Et là, c'est un peu où à Yaoundé, la capitale politique, d'accord. où se décide tout ce qui se passe dans ce pays. Oui. Donc Bafoussam, c'est un peu la troisième ville du pays, on va dire, plutôt une ville agricole, Ok. parce que, Ok, il ok. y a énormément de terres fertiles dans cette ville. Là, Et c'est là que je vais... Pardon? juste pour donner un ordre de grandeur des distances, il y a combien d'heures de route entre Bafoussam et Douala, par exemple? Entre Bafoussam et Douala, je me rappelle, on faisait en voiture 5 heures de route. 5 heures de route. Ok. Ouais, ouais, Donc, on faisait à 5 peu heures de près route là. combien? 400 kilomètres, c'est ça? Ouais, ça doit être Ok. ça. Ok, ok. D'accord. Donc c'est Donc, là que je suis né, c'est là où j'ai passé mon enfance et, d'accord. euh, et aussi mes études jusqu'au baccalauréat. Donc, t'étais à l'école primaire, au lycée, Mhm. à Bafoussam. Il y avait déjà une orientation au niveau du lycée. Je ne sais pas comment ça se passe, le système camerounais. Ah, le système camerounais, c'est un peu calqué sur le vieux système français. Ok. Donc au lycée,
en partie de la seconde, il y a la seconde C qui est plutôt maths physique, puis qui est plutôt scientifique, et la seconde est littéraire. Donc ça se Ouais. divise normalement là. Et ensuite, il y a la classe de première. En première, il y a la première D. C'est plutôt des gens qui sont intéressés par la biologie. Ah oui, c'est l'ancien Puis, système, effectivement, c'est le ouais, système que moi j'ai connu en fait. ouais, c'est calqué sur l'ancien système français. Donc toi, Et, tu as fait un bac C alors, oui, moi j'ai fait un bac C. donc mathématiques, physique. Ouais, tout Et à fait. qu'est-ce qui t'a poussé à faire un bac C? Est-ce que dans la famille, tu avais des grands Euh, frères ou des grandes sœurs qui sont déjà passés par là, ou peut-être des parents, ou alors c'était simplement que tu aimais les maths, la physique, qu'est-ce qui a conduit à ce choix? bah, déjà, ma grande sœur elle avait fait un bac C. Mon grand Mhm. frère, lui, il a fait un bac B plutôt. Mhm. Puis, ouais, j'aimais beaucoup les mathématiques, énormément. D'accord. À partir de la classe de cinquième, quand on a introduit les équations, ça a commencé à m'intéresser, tous ces trucs. Mhm. Et parce qu'à la base, mon grand frère, il aurait aimé que je fasse plutôt un bac D. Il voulait que je sois médecin. Mais Donc bac D, ouais, c'est plutôt la voie qu'il faut suivre pour faire des études de médecine. ouais, Du au coup, ton Cameroun, grand c'est là-bas. frère, il a fait médecin, c'est ça? Oui, mon grand frère, il a fait médecin. Oui, D'accord. Ok. Et t'as parlé de ta grande sœur aussi qui a fait oui, ma grande sœur, ouais. bac C, c'est ça? Oui, elle a fait un bac C, oui. Ok. Ok. Et donc elle est Et- restée au pays ou elle est... qu'est-ce oui, qu'elle fait? elle vit au pays, dans la ville de Douala. D'accord. Elle vit au pays, dans la ville de Douala. Ok, ok. Et donc toi, t'aimais les maths. Et donc logiquement, oui, effectivement, donc tu as choisi le bac qui était le plus coloré, Mhm. mathématiques. Ah, c'était, Est-ce que les volumes d'enseignement des mathématiques sont équivalents à ce qu'il y avait en France quand il y avait le bac C? Il y a combien d'heures de maths dans une semaine quand on fait le bac euh, C? il y en avait beaucoup, hein, je me souviens. Le lundi matin, on démarrait la journée du lundi matin avec 3 heures de mathématiques, de 7h30 à 10h30. Ok, Il y en avait beaucoup. Je pense qu'on avait, peut-être, je sais pas, je pourrais dire 8 heures ou 10 heures de maths dans la semaine, par semaine. ouais, ouais, bah c'est ce qu'on avait aussi, ouais, 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 il y avait beaucoup. Franchement, c'était très coloré et mathématique. ouais. Après, ce qui venait à la suite, c'était les sciences physiques. La chimie, un peu moins. On en faisait quand même, mais pas beaucoup. Et donc, qu'est-ce que tu préférais, les mathématiques ou la physique? Ah, je préférais les mathématiques. À l'époque, j'aimais beaucoup j'étais bien intéressé par les trucs abstraits. Ok, Le chapitre qui m'intéressait le plus en mathématiques, c'était l'arithmétique. C'était trop passionnant, ce truc. d'accord, C'était vraiment bien. ok. Vous voyez, ça allait jusqu'où au niveau du programme? Est-ce que, Euh, bon, il y avait les équations différentielles, j'imagine. oui, ça, on faisait des espaces vectoriels aussi. Ah, les espaces vectoriels, quand même. Ok, Ouais. ouais. Et Ouais, t'aimais bien alors? j'adorais. Ah, ok, 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 je vois. On a Ouais. commencé les espaces vectoriels en premier essai. Ah Dès oui, la oui, oui. première Donc essai, on a fait les endomorphismes, des trucs comme ça. quelque chose qu'on fait plus du tout en France, hein, Ouais, je pense actuellement. Hein, et actuellement, c'est toujours le cas au Cameroun. Le ouais, c'est programme n'a toujours pas le cas, changé. oui. Non, c'est resté pareil. C'est toujours le cas. Après, Ok, j'avais des amis, quand en fait, quand on a eu le bac C, ils sont venus en France faire des prépas. Et en fait, les programmes des prépas, c'était comme de la révision pour eux. Parce que quand on introduisait les matrices, les endomorphismes, bah, eux, ils avaient déjà vu ça, quoi. Ils me disaient, mais vous avez vu les matrices en terminale, c'est ça? en première, En première même. ouais, Ok. on introduit les matrices en Je première. pense pas que j'ai fait les matrices, moi. Je me rappelle plus trop maintenant le programme, mais Euh, c'est- je me souviens pas avoir. Ouais, dès la Je crois que les première, on matrices, je les ai apprend à... abordées en classe prépa, il me semble. La première fois que j'ai vu ça, ouais. Hmm. Nous, c'était en première, les multiplications, l'addition des matrices, et calculer le déterminant. Euh, Après, on utilisait les matrices pour démontrer que des droites étaient parallèles, des choses comme ça. Ok, Et ok, des droites ok. étaient perpendiculaires. Ouais, Donc un programme de maths vraiment très poussé, qui est toujours encore ouais, c'est toujours... d'actualité, hein, alors hmm, que
Chez nous, après année, année après année, ils enlèvent des Ouais, morceaux du programme. Alors maintenant, ils se rendent compte qu'en fait, qu'ils en ont un peu trop enlevé. ouais, c'est vrai. Parce que la France se retrouve à la traîne au classement PISA qui mesure le niveau de mathématiques des étudiants de lycée. Et les entreprises font aussi des retours sur le niveau faible en maths et sur le besoin d'avoir des étudiants bien formés en mathématiques. Et évidemment, les écoles d'ingénieurs se récupèrent des étudiants qui n'ont pas le niveau par rapport à un programme des études d'ingénieurs qui n'a pas trop changé. Et donc nous, Mm, concrètement, à Télécom Physique, on est obligé de faire du rattrapage en maths. c'est, Hmm. Ah oui, je me souviens aussi quand je suis arrivé en France, j'ai fait un peu d'aide aux devoirs. J'étais surpris de voir le truc, le programme de maths de terminale. C'était pas du tout ce que moi j'ai connu. Moi, je me Ah, souviens, je quand disais, tu étais en France, tu donnais des cours de maths, c'est ça? ouais, j'ai fait de l'aide aux devoirs un peu, je crois, un ou 2 ans. Ouais. Donc, J'ai fait de ok, l'aide aux au devoirs. début, donc, quand tu étais en master, c'est ça? Ouais. Oui, quand j'étais en master, quand j'étais à Strasbourg encore. Ouais. Ok, et à destination d'étudiants, d'élèves de lycée, c'est ça? C'était lycée, c'était premier scientifique et terminale aussi. J'en avais deux. Ouais. Ok, intéressant. Sinon, au niveau... alors, ce que j'ai remarqué au travers de maintenant, ça fait... C'est quand que tu as fait le MOOC? C'était en 2018, non? C'était en 2018. Oui. Ouais, c'est ça. Donc depuis 2018, j'ai interviewé un certain nombre d'étudiants qui ont fait le MOOC, dont des étudiants africains. Et une constante que j'ai remarquée, alors là tu vas me dire si ça correspond effectivement au programme, au contenu des cours, c'est qu'il y a une certaine lacune dans la maîtrise de l'outil informatique. Est-ce que tu confirmes? Ah oui, c'est vrai que chez nous, les cours sont très théoriques. Très théorique. Ouais. C'est très théorique. On a très peu d'équipement et pour pouvoir mettre en pratique Ouais, c'est tout ce ça. qu'on apprend. Une salle informatique, ça coûte cher. Mhm. Mais est-ce que Et ça, par exemple, l'informatique, c'est... les Raspberry Pi ou ce genre de micro, enfin Mhm. nano-ordinateur très bas coût, est-ce que ça fait une différence? Est-ce que le Raspberry Pi commence à venir dans les salles de cours ou au niveau des universités au Cameroun? Est-ce que ça Ouais. permet de changer les choses à ce niveau-là? Ben, je me souviens quand moi j'y étais, on avait déjà des Raspberry Pi, on avait des Ok, cartes Arduino, on avait pas mal de trucs. ok. Mais disons que c'était aussi beaucoup plus les enseignants. Ah, Donc, ok. il y avait pas vraiment les chefs des films, quoi, qui devaient montrer un peu comment utiliser tout ça Hmm, à des fins intéressantes. d'accord. On avait quand même des trucs, on avait quand même des outils, on avait pour programmer et sur le marché camerounais, on retrouvait aussi bon, de quoi concevoir des cartes électroniques. Et puis, il y avait des gens qui permettaient d'avoir des facilités pour faire des commandes en Chine. C'est vrai que Hmm, ça prenait un peu de temps, mais on fait fabriquer des trucs en Chine. hmm, Mais c'était hmm, plus, je dirais, c'était plus, ouais, voilà, c'est même pas dans les programmes de formation, quoi. hmm, C'est hmm. juste qu'il y a du matériel qui est là, euh, À personne ne l'utilise. disposition, mais Euh, pas forcément de personnel enseignant formé ouais, pour les pas utiliser. forcément, ouais, et même les peu qui sont formés, ils sont tellement pris, dans beaucoup d'universités différentes, ils n'ont pas vraiment du temps à consacrer. Et Il y avait toi, des enseignants tu, qui venaient tu- le dimanche. ouais, et toi, tu t'es auto-formé à l'informatique ou tu faisais ça en dehors des cours ou comment ça s'est passé? Avec les amis, on faisait ça en dehors des cours. On faisait ça en dehors des cours. On avait l'université avec une salle, Ok. hum, avec des équipements. Donc on y allait, on essayait de faire des trucs, faire Donc, clignoter des donc ça, LED. ça c'était au niveau de l'université, mais quand tu étais au lycée, ton premier contact avec un ordinateur, c'était à quel âge? Je vais faire le CM2, moi. CM2, ok. Hum.
J'avais Et fait le seul. donc, c'était quel logiciel que tu utilisais? Euh, euh, Moi, je me souviens, c'était un Pentium 3, un truc comme ça, Ouais, avec mais Windows XP. pour faire quoi? Du Excel, du Word, Ouais, euh, c'était principalement ça. Ok, d'accord. C'était principalement ça. J'ai commencé à faire de la programmation en terminal. En terminal, ok. J'ai Et fait en quel terminal, langage en terminal? c'était JavaScript et HTML. Ok, 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 C'était très pour bien. des pages web. Et comment ça se passe au niveau connectivité Internet, connectivité réseau? C'est bien connecté le Cameroun? La France est beaucoup plus connectée que le Cameroun. Au Cameroun, on a deux grosses villes, euh, Douala et Yaoundé. Là-bas, le réseau est plutôt correct et très bien. Ouais, Et depuis quelques années, le réseau est très très bien. Après, en plus on va dans l'arrière-pays, moins le réseau il est bien. d'accord. Et c'est plutôt un réseau mobile téléphonique ou alors un réseau fibre ou un réseau ADSL? C'est quoi la technologie? Dans les grandes villes, il y a la fibre, mais dans les autres villes, c'est plutôt mobile, c'est la 4G. La 4G. Bon, bah Mhm. ça va, quoi. Avec la 4G, on peut avoir un débit correct, quoi. Ouais, Est-ce que ce débit suffit pour visionner des vidéos YouTube? oui, très, très, on était très à l'aise, hein. Moi, j'avais la chance d'avoir une grande sœur qui était là pour moi et qui était quand même à l'aise financièrement. Donc, ce qui fait que moi, j'avais la fibre, Hmm. parce que j'ai vécu, quand j'étais à l'université, je vivais chez ma grande sœur à Douala. Ah, d'accord. Ok. Donc, il y avait la fibre, elle avait fait installer la fibre à la maison. Et donc, il y avait la fibre à la maison, c'était très très bien, la connexion était très bien. Ouais. J'avais mes amis qui venaient chez moi pour qu'on travaille, et Manuela et Mabou, voilà, Ah oui, alors on en a. en fait, quand j'ai fait quand j'ai fait l'interview là par Zoom, je croyais Mhm. que c'était dans une chambre d'étudiant, mais en fait, c'était dans une chambre de la maison de ta sœur, c'est ça? Ah non, et Mabou, à ce moment-là, lui, il était dans son coin. Ah, d'accord. Ok. L'interview par Zoom, on n'était pas ensemble. C'est juste vu qu'on était dans la même université, on travaillait ensemble Ok. assez régulièrement pour D'accord. préparer Ok. les partiels. Ok. Euh, mais non, l'interview, je pense qu'il était chez lui, dans sa chambre d'étudiant, je pense. Oui, ça ressemblait à une chambre d'étudiant, oui, Mhm. d'après ce que j'avais vu. Mhm. Ok, Ouais, ok, très bien. Alors ça, effectivement, l'accès à la culture. Alors YouTube, j'imagine, ça a dû, quand c'est arrivé, enfin, quand l'accès aux vidéos s'est généralisé, j'imagine que ça fait quand même une différence pour les études, pour avoir accès à l'information. Est-ce que pour toi, c'était un outil que tu utilisais beaucoup, quotidiennement? Est-ce que tu as découvert ça, tu as commencé à l'utiliser à partir de quand dans ta formation? Dès le début de la formation, YouTube, c'était vraiment un outil intéressant. On pouvait trouver des vidéos qui expliquaient parfois ce qu'on n'arrivait pas à comprendre, ou trouver des sujets qui expliquaient des trucs complémentaires. Mhm. Mhm. C'était vraiment intéressant d'avoir accès à ça, quoi. D'accord. Surtout dans l'informatique, quand tu veux changer l'OS d'une Raspberry Pi, c'est pratique d'avoir des tutoriels, des Mhm. choses comme ça. Ah bah, c'est sûr, Euh, pour l'informatique, typiquement, mm, on peut s'auto-former entièrement, pratiquement sans ouais, prof, uniquement avec YouTube, quoi. Et quelles ouais, étaient tes sources privilégiées Bon, je sais que donc tu visionnais la chaîne, ma chaîne, mais mm. à part ma chaîne, quelles étaient les autres chaînes intéressantes que tu utilisais pour tes études? Tu peux Ça citer des remonte. chaînes d'université, tu vois, par exemple, est-ce que tu regardais des vidéos du MIT ou ce Ah genre oui, de choses? ça aussi. Quand j'ai commencé à être à l'aise avec l'anglais, je commençais à regarder des vidéos du MIT. Ouais, Ah oui, à la langue, effectivement. c'est... Alors toi, oui, je me rappelle, tu n'étais pas trop à l'aise en anglais au début. Non, pas du tout. Voilà. J'ai Euh, jamais... Alors que le Camerounais est censé être bilingue, parce qu'on a deux langues officielles. Le la français et deuxième langue, l'anglais. c'est l'anglais? C'est l'anglais, ouais. Ah ouais, ouais, je savais pas. Ok, C'est le pays. En fait, il y a 6 régions dans le pays, et il y en a deux qui sont complètement anglophones. d'accord.
est-ce que c'est deux parties juxtaposées au Cameroun ou alors c'est deux parties qui sont imbriquées et qui se parlent? Bon, c'est les parties qui se parlent. Le français, c'est la langue la plus parlée La plus au parlée, ok. Cameroun déjà. Ouais, c'est la plus parlée au Cameroun, mais bah, tu as des anglophones qui vivent du côté francophone sans problème et inversement. C'est vrai que récemment, il y a des tensions entre les deux communautés, mais bah, c'est des gens qui se parlent, qui voyagent d'un côté à l'autre. D'accord, c'est pas. Avant ces langues, avant C'est- ces langues, Ok, c'était d'accord. des gens qui partageaient des mêmes tribus. Ok. Avant que le français et l'anglais n'arrivent, c'était des gens qui se côtoyaient déjà. Et donc toi, malgré cette deuxième langue anglais, tu n'as pas été exposé à l'anglais durant ta jeunesse Non, il y a vraiment deux systèmes qui cohabitent. Au Cameroun, tu peux choisir de faire toutes tes études en anglais ou en français. Donc, il y D'accord. a vraiment un système anglais qui ressemble beaucoup au système américain. Mhm. Dès le primaire, ça ressemble beaucoup au système américain. Et tu as de l'autre côté le système français qui ressemble beaucoup au système français. Mhm. Donc, c'est deux systèmes éducatifs qui cohabitent. Et donc, ils ont, dans dans des soucis d'intégration, ils ont créé ce qu'ils appellent des lycées bilingues. Mhm. Donc, c'est des lycées d'enseignement où les deux systèmes cohabitent. Mhm. Et donc, récemment, ils ont créé des classes bilingues aussi. C'est des classes où on enseigne à la fois. Il y a des enseignements qui sont totalement en anglais et des enseignements qui sont totalement en français. Mhm. Mhm. Et Donc, il y a Bafoussam, une... c'est le lycée où tu étais à Bafoussam, il était français, quoi, uniquement. C'était un lycée bilingue. Ah, c'était un bilingue. Donc tu étais quand Ah, même, tu avais une occasion d'apprendre l'anglais, là. ouais, il y avait l'occasion d'apprendre l'anglais, mais c'était c'était un peu chacun dans son coin, quoi. On était entre francophones, on discutait. C'est vrai Ah qu'on ouais. avait des amis anglophones, mais même avec les anglophones, on parlait français. Ah oui. Et on se moquait de le français. C'est Ah, pas ok, ok, possible. ok. Ouais, ouais, d'accord. Donc ça. Mais c'est étonnant parce que en fait, à cette époque-là, quand tu étais au lycée, vous regardiez pas, par exemple, des séries en anglais ou ce genre de choses qui... Non, Non, pas non, du non, tout. non, non. Qu'est-ce... Tu parlais anglais, les gens te disaient, ah non, 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 pas de ça ici. Ah, ok, ok, ok. Parce que moi, mes filles ont énormément appris l'anglais Hmm, par YouTube, notamment en regardant des vidéos en anglais. hmm. Et en plus, on peut mettre, enfin certaines à l'époque étaient sous-titrées, donc ça permet de très rapidement apprendre une langue et aussi la version parlée. Donc là, les vidéos YouTube que tu regardais au lycée, c'était 100% du français, quoi. Ouais, c'était en français. Ouais. Et Euh, il y avait pas de, comment dire, d'incitation à non, regarder des vidéos en anglais, par exemple du MIT. Là, tu te disais pas, ah, merde, je maîtrise pas assez bien pour comprendre, je vais quand même faire un effort. Non, il n'y avait pas ce. mais au Ah, lycée, bon, pas au lycée, oui, c'est vrai. C'est peut-être un peu disons tôt, que, quoi. ouais, disons qu'au lycée, on avait la sensation qu'on possédait euh, ce dont on avait besoin pour mener à bien nos études. Ok. C'est quand on est arrivé au supérieur, qu'on commence à sentir des lacunes dans ce que le système nous propose. Mhm. Mais sinon, le lycée au Cameroun, franchement, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Mhm. J'ai trop aimé, les enseignants étaient bien. C'est vrai que le seul truc que je pourrais dire, c'est que ça manquait un peu de pratique. Mhm. Mhm. Mais sinon, tout le reste, c'était génial. Les mathématiques, la physique, le français, l'anglais. Bon, l'anglais, Bon, c'était génial. on peut pas être fort dans toutes les matières, hein. Toi, c'était les mathématiques. C'était, franchement, Voilà. si on me dit, retourne en arrière, refais ton lycée au Cameroun, je, je citerai pas du tout. Ok, ok, Le ok, lycée, le primaire, c'était vraiment bien. On ok. avait tout ce qu'il fallait, on avait des bibliothèques. Euh, Au lycée aussi, on n'a pas le sentiment de vouloir aller chercher trop loin dans la compréhension des choses. Les Mhm. problèmes sont bien ficelés et tout. Mhm. Mais Mhm. c'est quand on arrive au supérieur, après il y a le côté pratique, on se rend compte qu'on a des lacunes d'un point de vue pratique et que bon, le système ne propose pas ça.
on commence à se tourner un peu ailleurs, regarder si on peut avoir d'autres perspectives. Ouais. C'est Et dans cette optique que justement, je... le passage du lycée au supérieur se fait comment au Cameroun? Est-ce qu'il y a un Euh, concours? Comment ça se passe? oui, ça dépend. Par exemple, pour les grandes écoles, il y a des concours pour aller à l'université. Donc, à la fac, comme on dit ici, à la fac, c'est sous étude de dossier, c'est juste une inscription, mais il y a certaines filières à la fac qui sont aussi accessibles sous concours. Donc, Mhm. ça dépend vraiment. Et moi, j'étais dans une grande école et c'était sous concours, hein. Il a fallu faire un concours après le bac. D'accord. Alors, rappelle-moi, donc tu étais à l'université de Douala, dans Euh, une école d'ingénieurs, c'est ça? oui, adossé à l'université de Douala. Ouais. Et une école d'ingénieurs Mm. qui est une composante de l'université de Douala. Euh, Tu me rappelles le nom de l'école d'ingénieurs? Elle s'appelait comment? ça s'appelait la faculté de génie industriel. Faculté de Euh, génie industriel. Et mais ça, aujourd'hui, ça s'appelle plus comme ça. Ok, Ils ont changé de nom. Ça s'appelle l'école polytechnique de Douala. d'accord. L'école Mm. polytechnique de Douala. Et donc, qui est accessible sur concours, par un Mm. concours, c'est ça? Ouais, il y a Tu as deux fait voies un d'accession. concours, c'est post-bac le concours? C'est en plus du bac ou c'est comment que Ouais, ça se le passe? concours, la première voie d'entrée, c'est en première année et il faut être titulaire d'un baccalauréat. Et la deuxième voie d'entrée, il faut être titulaire d'une licence. Il y a un second concours, il y a une autre voie d'entrée sous concours aussi, mais il faut avoir une licence universitaire Ok, ok. pour, Donc, pour être éligible. une passerelle d'entrée post-bac, où Mhm, là, tu restes 5 ans dans l'école, et une tout autre à fait. passerelle d'entrée post-licence. Donc, ça, c'est quoi? Oui, Bac plus 3 ou bac plus bac 2? plus 3, oui. Il faut avoir Bac un plus bac plus 3. 3, oui. Et donc là, tu fais le master uniquement dans les 2 années de. Tu restes 2 années, deux Non, tu ans restes en 3 ans. fait. À Tu restes 3 ans trois quand ans. même? Ouais, tu rentres en troisième année à l'école. Ah, ok. Parce que les deux premières années de l'école, c'est un peu comme l'INSEE, le système de l'INSEE. Les deux premières années, c'est un peu comme un système de prépa intégré. D'accord. Ok. On est très généraliste dans les deux premières années. On fait beaucoup de sciences, mathématiques, physique, informatique. En économie, on touche un peu à tout. On refait même du français. Mhm. Et en fonction des résultats des deux premières années, il y a un choix de filière qui, qui subvient. Mhm. Et donc, ce sont les responsables des départements qui déterminent si oui ou non ils acceptent les candidats. Contrairement à ceux qui accèdent niveau licence, ceux qui accèdent niveau bac ont le choix des filières. C'est le désavantage qu'ils ont parce qu'ils sont dans l'école depuis longtemps. Alors que ceux qui viennent avec la licence, dans la constitution des dossiers pour le concours, bah, ils doivent faire le choix de filière Mhm. immédiatement. Toi, tu as choisi quelle filière rappelle-moi, c'était génie électrique, hein, c'est ça? À l'époque, ça s'appelait robotique industrielle. Robotique C'était industrielle. ouais, Ok. c'était ça le nom de la filière. Et donc, dans la filière, il y avait encore trois axes. Je crois qu'il y avait un axe qui était sur l'électrotechnique, un autre axe qui était plutôt automatisme, et un autre qui était axé vision et robotique même. D'accord. Et toi, et t'as pris quel axe alors? Moi, j'ai fait celui vision et robotique. Vision robotique, d'accord. Mm. Et vous étiez combien dans cet axe? On était une quinzaine, Une quinzaine. je Et pense, en on était une tout, quinzaine. avec les trois axes, ça faisait à peu près 100 personnes, c'est ça? Ouais, les trois axes, on devait être une centaine, je pense. Ouais, c'est Ou ça. peut-être un peu Ok. moins. Ok, d'accord. Et donc, comment t'es venu ton goût pour la robotique? Pourquoi t'as choisi robotique plutôt qu'autre chose? Bah, disons, ça a commencé par, c'est des rêves d'enfant quand on voit des robots dans les dessins animés, on se dit, ouais, pourquoi pas un jour pouvoir faire ça. Et Quel dessin après, animé où il y avait un robot là? C'était. euh, il y a un dessin animé que j'aimais bien, ça s'appelait Le Maître des Bottes. Ok, je connais pas. C'était un D'accord. dessin animé qui passait sur, après, il y a aussi un qui s'appelait Jimmy Neutron. Donc le Je sais maître plus à des quelle chaîne bottes, ça passait. c'est Ouais, ça? c'était ça, le Maître des Bottes. Ouais.
Ok, C'était un gars qui avait fait, en fait, il avait fait plein de robots, des robots qui ressemblaient quasiment aux humains. ok, humanoïde. Mhm. Et, et donc, il y avait une société qui voulait lui voler ses secrets. Mhm. C'était pas, ouais, c'était pas forcément des humanoïdes, mais ils étaient comme des humains dans le sens psychologique du terme, autant de la réflexion. Ils avaient Mhm. carrément une conscience humaine. Et donc, il y avait une société qui voulait lui voler sa technologie. D'accord. Ok. C'était marrant d'épisode en épisode et ça se battait dans tous les sens. Donc, ok. Donc ça contribue à ton choix de la Oui, filière robotique. ça m'a vraiment intéressé quand j'ai vu que je pourrais faire de la robotique en repensant à ce dessin animé, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Ok. Et, euh, Mais et est-ce que donc, tu en avais déjà découvrant la joué un peu avec des robots au moment de choisir? Parce que je me rappelle, ouais, je crois que c'est toi qui m'avais envoyé une vidéo. Oui, dans les commentaires, il me semble, d'une de mes vidéos, tu avais envoyé un lien où on voyait un drone que tu avais bricolé avec un Arduino, là. C'était bien toi, hein? Oui, c'était moi, oui. Ouais, c'était quand que tu avais fait ça Ah, ça, c'était après le MOOC. C'était après le MOOC. Donc là, tu Ouais. avais déjà choisi la filière robotique, là. Oui, j'avais déjà choisi la filière robotique. D'accord. Et est-ce que tu bricolais comme ça avant? Non, ça m'est venu petit à petit. Ok, ok, ok. Mais c'est D'accord. vrai que bon, j'ai joué avec des voitures télécommandées, c'était bien. Le jouet d'enfance, j'ai toujours rêvé quand j'étais gosse d'avoir un avion, un hélicoptère télécommandé. Ça, c'était Mhm. vraiment un truc, c'était vraiment une obsession, hein. À chaque fête de Noël. Mais on le trouvait pas sur le marché, c'était dommage. Et puis, tout ce qu'on avait sur le marché, en tout cas dans la ville où je vivais, à Bafoussam, c'était des voitures télécommandées. Mais bon, on Mhm. s'en donnait à cœur joie. Euh, mais bon, on bricolait un peu quand on était tout petit, on faisait des trucs pour on faisait des veilleuses ou avec Mhm. des interrupteurs pour, c'était marrant. Un peu Euh, l'électricité, ouais, un peu le l'électricité, on mettait b.a.-ba de des l'électricité. interrupteurs, Mhm. tout à fait, ouais. Puis on faisait des trucs en bambou, des espèces de lampes torches en bambou comme ça, et on se baladait la nuit avec. Mhm. C'était le b.a.-ba de l'électricité, mais Non, rien ben, de bien poussé, hein. parfois, ouais, un rien peut créer une vocation, hein. Il n'y a pas besoin Ouais, c'est vrai. d'avoir énormément de choses. D'ailleurs, oui, souvent quand on est contraint, on fait preuve de créativité. Donc, Mhm. c'est parfois pas plus mal. Ah oui, Et, c'est... et donc à l'université, donc dans l'école d'ingénieur, donc t'as passé 5 ans. Donc ensuite, t'as fait le MOOC pendant la dernière année, c'est ça? Non, je fais le MOOC pendant la quatrième. La quatrième année, ok. Mhm. Et Ouais. chronologiquement, Mhm. ça s'est passé comment? Donc, tu as dû finir. En fait, tu as fini tes études, mais je crois que c'est pas l'année scolaire au Cameroun, elle est décalée hein, par rapport à ici. Je crois me rappeler, non? C'était pas ça? Je crois qu'elle commence c'est un peu pareil, la rentrée c'est en septembre. Ah ouais, ok, Et ouais, c'est la rentrée c'est en septembre. La plupart des écoles au Cameroun, la rentrée c'est en septembre. Le mois de d'accord. septembre, c'est la rentrée. Donc, tu as eu Euh, le MOOC, tu l'as obtenu en quatrième année. Donc, ensuite, tu as mhm, fait la cinquième année encore au Cameroun. Et après, tu es venu en France. C'est ça? tout à fait. Ok. Et j'ai pas terminé ma cinquième année. Il restait la soutenance à faire. Ok, alors on arrive à la partie où tu commences tes études en France. Mhm. Parle-nous un peu de la préparation du voyage, des difficultés éventuelles pour venir en France, pour t'installer, pour trouver un logement, enfin tous les aspects pratiques auxquels peuvent être confrontés éventuellement d'autres candidats au MOOC. Est-ce que tu as Ouais, des astuces? Est-ce que voilà, tu as des conseils? franchement, honnêtement, nous, on n'a pas galéré du tout. Ok, ok, ok. On n'a pas galéré. Le plus dur a été de trouver le logement. La télécom physique, on l'a offert sur un plateau. C'était du tout cuit. Ouais, ah ouais, C'est souvent ça la grosse difficulté quand on fait tu les as démarches. interagi avec Alex, hein, c'est ça qui t'a arrangé.
une place aux Héliotropes, hein. Tu étais aux Héliotropes, c'est ça? La Cité U? Ah oui, j'étais aux Zélotrope, c'est Véronique qui Ah, c'est Véronique qui a fait ça. ouais, Ok. c'était Véronique qui nous avait envoyé les attestations de logement. Parce que D'ac- c'était ça, on se posait la question comment on va faire pour le logement? Surtout que moi j'ai pas de famille en France. Les connaissances que j'avais en France quand j'étais au Cameroun, c'est des gens qui vivaient dans des villes hyper éloignées de Strasbourg. Hmm. Donc essayer de trouver un logement, c'était bon, on a essayé, mais c'était difficile. Et puis un matin, j'ai reçu le mail de Véronique, c'était un soulagement. Hmm. Voilà. Hmm. Et sinon, une fois le logement obtenu, il fallait plus que se rendre. Il y avait Campus France à faire, mais ça c'est des formalités. C'est juste après il y a aussi un entretien de Campus France. Ça se passe Là-bas de leur comment côté. l'entretien Campus France? Je crois après quand tu remplis d'abord ton dossier en ligne, tu remplis ton dossier, ton parcours, tes études, tu sélectionnes. Je crois que tu sélectionnes les formations. Donc t'as le choix, t'as jusqu'à 7 choix. Hmm. Le choix jusqu'à 7 formations en France. Et puis, au moment, il y a l'entretien Campus France. Donc, c'est un entretien un peu, disons, de motivation. C'est comme un entretien RH. D'accord. C'est juste quelqu'un qui te pose des questions pour vérifier un peu la cohérence de ton parcours. Et puis, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce que tu comptes faire par la suite. Euh, C'était un entretien, bon, basique. D'accord. Mais Et il après donne un avis l'entretien, quand même, hein, Campus France. ouais, Enfin, il se nous, on donne un n'a avis. pas, en tant que responsable de master, on voit pas le détail en fait de ça, hein. C'est pour ça que je Mhm. pose la question aussi. Parce que Ah oui, Ah, il donne un avis. Il donne un avis. Mais ouais. bon, l'entretien reste basique quand même. Il n'y a pas de questions pièges. Hmm. Bon, Ouais, il regarde la cohérence du parcours, enfin la cohérence des choix par rapport au parcours antérieur, ouais, c'est les la motivations. motivation. Enfin, ils veulent s'assurer qu'effectivement, bon, que toutes les conditions sont réunies pour réussir les études en France, quoi. Je pense que c'est ça leur C'est ça lettre de aussi. Ouais. mission, quoi. Hmm. Mm. Et Et puis bon, il après, y il a y le côté a financier aussi. pour le visa, ça s'est bien passé parce qu'il y en a certains qui galèrent avec le visa, là. Le visa, nous, franchement, nous, on était chanceux. Ça, c'est vrai que bon, ils ont pris plus de temps qu'il fallait. En tout cas, pour le mieux, dans mon cas, moi, j'ai déposé. Je me souviens, j'ai eu euh, mon visa le jour de la rentrée. Ah oui, 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 ça traînait quand même, hein. La procédure Ça prend du traînait, temps, hein. il y a des périodes où c'est hyper rapide, il y a des périodes où c'est hyper rapide. Je sais pas pourquoi, je pense que à l'époque, il y avait un changement de consul. Hmm. Euh, et donc, ça prenait du temps, hein, non, ça prenait anormalement de temps. Hmm. Et, mais les dossiers pour la consul, c'était pas il y avait pas de pièces qui étaient compliquées à obtenir. Moi, ça s'est bien passé. C'est juste l'attente qui était un peu angoissante. La rentrée qui approche et t'as toujours pas de nouvelles de l'ambassade. Ouais, ouais, bah oui. Euh, et ben donc je l'ai eu, j'ai finalement eu le visa quoi. C'est le jour de la rentrée même qu'ils m'ont téléphoné pour me dire de passer récupérer mon passeport. Hmm. Et, euh, ben il y en a qui l'attendent tellement, c'est c'est limite comme un examen. Ah ouais. Et là, seulement à partir de ce moment-là, tu peux prendre ton billet d'avion, quoi, évidemment. Tu peux le réserver avant. Tu peux faire une réservation parce que les réservations font partie des documents Ah, demandés. ah oui, ok. Pour le visa, tu peux faire une réservation annulable. Ok, annulable, bah oui, forcément. Tu peux faire une réservation annulable, ouais. Mhm. Mais sinon, ça s'est bien passé au niveau du visa. C'est vrai que la séparation avec la famille, c'était un peu douloureux. Ouais. Mais bon. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Alors bon, évidemment, la famille pouvait pas être sur place, mais Mhm. qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement dans... Bon, oui, je voulais aborder ça, mais ça, je sais que ça a été difficile la période Covid, parce Mhm. que ouais, le Covid est tombé en plein dans la période Ouais, où tu étais à Strasbourg, avec des confinements
bah, dans un logement de CTU et contrairement aux étudiants qui ont de la famille pas loin et qui pouvaient du coup Mhm. rentrer chez eux histoire de ne pas être isolés, vous étiez tous les trois d'ailleurs, hein, donc bon. Euh, non, Manuela, je pense qu'elle était chez son oncle, un truc comme ça. Je pense qu'elle Manuela était chez son avait oncle. un oncle en France, c'est Ouais, ça? elle a beaucoup de famille. Elle a beaucoup Elle de a beaucoup familles de en famille. France. Et elle a des oncles et des tantes en France. Ouais. Donc là, c'est OK. Donc là, pour elle, c'était un peu Ouais. plus facile. Et Mhm. Mabou, il était comme toi. Il était. Il était comme moi, ouais, on était cloîtrés dans notre 19 mètres carrés. Ouais. Et ouais, donc ça, j'imagine, effectivement, ça a été une période Ouais, assez tendue, assez difficile. Et puis après le confinement, je suis devenu myope. T'es Avant le devenu myope? confinement, ouais, je portais pas de lunettes avant. Ah ouais. J'ai tellement regardé des trucs à des distances très proches qu'après le confinement, je suis devenu myope. Et là, un jour, je me déplace dans la rue, le même panneau stop, j'arrivais plus à le voir. Ah Il dit, ouais. mais je voyais bien ce panneau stop, mais j'arrivais plus à le voir du tout. Et Peut-être c'est là que la l'absence myopie. de lumière aussi, d'être tout le Hmm, temps à l'intérieur, ce genre de choses. Ouais. ouais, c'est être tout le Ouais. temps à l'intérieur, tout le temps sur les écrans, regarder que près de soi. Ouais. C'était. Ouais, mais bon. D'accord. Et tu étais en contact avec la famille par Zoom Oui, ou par Internet, on utilise principalement WhatsApp. WhatsApp? OK. On utilise principalement WhatsApp pour communiquer. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont devenus d'ailleurs, puisqu'on en parle là? Mandela a validé le MOOC en même temps que deux autres collègues camerounais, d'ailleurs, qui étaient dans la même école. Alors, je ne sais pas s'ils étaient dans la même filière. Ils étaient dans la Oui, même on filière? était dans la même filière. Oui. Dans la même filière, ok, d'accord. Mhm. Et donc, c'était Manuela Otti et Emabou, tu me rappelles, Ulrich. Ulrich, son prénom, voilà. Mhm. Mhm. Euh, et tu as des nouvelles? J'ai des nouvelles de Emabou, Manuel un peu moins. Emabou, il bosse chez Expleo Group. Il est ingénieur, euh, je crois, c'est modélisation dans l'automobile. Ça fait D'accord. 1 an qu'il est là-bas. Oui. Ça lui plaît? Ça fait 1 an et ça se passe bien. La dernière, on s'est parlé le 31 décembre. Ouais. Ok, Donc ça se passe bien, son boulot se passe bien là-bas. tant Donc mieux. voilà. C'est, Et Manuela, tu sais pas, parce qu'elle elle a fait plutôt, elle n'a pas fait le Manuel, parcours AR. elle a fait une thèse. Ouais. Ah, elle a fait une thèse, ok. Manuel a fait une thèse euh, à, à Clermont-Ferrand, à l'Institut Pascal. Ah, d'accord, ok, ok, ok. Mhm. Et donc, la dernière fois que j'ai parlé avec elle, elle était toujours en thèse. Donc, je sais pas si elle a défendu sa thèse ou pas. Normalement, elle doit l'avoir fait, mais je sais pas. J'ai pas de nouvelles. Attends, je vais chercher ça en live. Mhm. Elle a droit à une vidéo de l'université de Clermont. Je sais Ah, pas il y si... a 1 an, hein. Ouais, il y a un an. Je travaille sur le développement d'une main robotique qui a des doigts qui sont souples et déformables pour être utilisés dans l'industrie pour la manipulation des objets. Oui, c'est vrai qu'elle est aussi, au dernier nouvelle, elle est aussi très engagée dans des activités entrepreneuriales. Mhm. Ah bah, tu vois, qu'est-ce qu'elle voulait faire? J'utilise beaucoup la justice et je voulais pouvoir faire respecter les lois et juger ceux qui ne les respectaient pas, donc je voulais être présidente de tribunal. Les performances scolaires ont pas mal varié. À l'école primaire, j'étais toujours première, mais dès le collège, mes compétences ont baissé et j'étais plus première, mais pas très très loin des premiers. Et moi, je préfère l'autonomie, la découverte et les expériences, les voyages. Je rencontre beaucoup de personnes et dans les travaux que je fais, c'est très intéressant. J'ai quatre possibilités. La première étant de quitter la recherche publique pour trouver un poste dans un département recherche et développement d'une entreprise privée. La deuxième serait de rester dans la recherche en donnant des cours à l'université. La troisième serait de créer une start-up basée sur les travaux de ma thèse pour les valoriser. Et la quatrième serait plutôt une combinaison des deux précédentes. Donc, soit Ouais, je c'est vrai qu'elle continue m'avait parlé de la la recherche troisième, là. tout en étant chef d'entreprise.
Alors, si vous êtes curieux, si vous voulez comprendre ce qu'on ne vous a pas expliqué et si vous voulez changer le monde, faites la recherche. Ok, intéressant. Donc, elle aussi a fait une thèse. Et Oui, donc, oui. je crois que j'ai vu passer des choses sur LinkedIn concernant Mhm. une start-up, effectivement, auquel elle a participé, ou alors peut-être même qu'elle a créé. Est-ce que tu as vu ça ou Non, moi, LinkedIn, j'y vais pas trop depuis pas mal de temps. Ok, ok. Mais je sais elle m'avait dit, ouais, par rapport à son projet de start-up avec ses travaux de thèse, ouais, il y avait je sais plus si c'était la mairie de Clément, qui voulait la soutenir dans ce projet-là. Hmm, Donc, il y a quand même des gens autour d'elle qui la soutiennent, ouais. Et c'est intéressant. hmm. Et ça, C'est c'était il y bien. a... Donc, vous avez tous les trois tracé votre route, et donc Oui, deux sur les trois qui ont fait une thèse. oui. Et donc, toi, t'es maintenant en dernière année de thèse, hein, c'est ça? Ouais, je suis en dernière année, oui. Donc, on peut peut-être maintenant commencer à parler de ta thèse. Alors, je veux quand même préciser, parce que bon, les gens qui vont regarder cette vidéo ne le savent pas, hein. Donc, t'avais fini major du master. Également, major, tu aurais été major de l'école parce que comme tu as très bien réussi au master, on t'a permis d'intégrer l'école d'ingénieurs télécom physique Strasbourg, et Mhm. tu l'as intégré en deuxième année. Oui, c'est en deux Euh, années. donc tu es resté un an de plus finalement, hein, mais bon, pour avoir un diplôme en plus, ça valait le coup. Et bon, on n'a pas pu t'interclasser parce que tu n'avais pas le nombre de semestres ou je sais pas quoi, mais moi j'ai fait le calcul, hein, si on avait fait le calcul, tu aurais fini major également de Télécom Physique Strasbourg, qui t'ouvrait toutes les portes finalement, hein, pour y compris faire une thèse, mais pas que, hein, sachant que le classement est effectivement déterminant pour décrocher une bourse de thèse. Et du Mhm. coup, ouais, t'avais évidemment plusieurs opportunités, parce que quand on est classé premier, bah, toutes les portes sont ouvertes, hein, clairement, pour les études doctorales. Et donc, il y avait un sujet de thèse proposé par un de mes premiers doctorants, Alexandre Krupa. Hein, c'est bien lui, Mhm. le directeur de thèse, hein. Ouais, c'est bien lui. Et donc, dans le domaine, en fait, que tu as étudié au Cameroun, quoi. La vision, la robotique. Donc, l'équipe qui s'appelait l'Agadic à l'époque, qui s'appelle maintenant, rappelle-moi comment il s'appelle, Ça s'appelle Rainbow. Rainbow, voilà. Donc, Ouais, les équipes projets à l'INRIA changent ouais, ça périodiquement de change. nom, mais alors pas que de Mhm. nom, également de contours thématiques, hein, mais il y a un Mhm. certain nombre de fondamentaux qui restent quand même. Ils continuent à faire les asservissements visuels. Et Mhm. là, la thématique de ta thèse est aussi dans le domaine des asservissements visuels, domaine qui est traité par le master IRIV et le parcours AR. Et donc, Mhm. oui, tu avais la formation parfaite, hein, pour cette thèse. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette partie-là que je connais? Bon, j'ai vu ça, évidemment, on s'est rencontrés. J'ai vu des vidéos, j'ai vu passer des posts LinkedIn sur tes publications. Mhm. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus un peu de toute cette partie thèse là, de ces dernières années? Donc, ma thèse, c'est dans le cadre des assaisonnements visuels, comme tu as dit, mais c'est plus des assaisonnements visuels pour contrôler la forme des objets. Donc, le but ici, c'est donc à partir d'un robot ou de plusieurs robots, d'une caméra ou de plusieurs caméras, c'est de pouvoir en fait donner une forme désirée de façon autonome à un objet. Donc, c'est-à-dire dans le cas ici, un objet qui est capable de se déformer. Ça peut être par exemple un câble. Ça peut être un câble, Est-ce ça peut que être... est-ce que tu aurais sous la main une vidéo, une dernière vidéo de tes expés qui permettrait de... Parce qu'en robotique, c'est toujours plus simple d'expliquer avec une vidéo pour ceux qui connaissent Oui, pas. peut-être ça va laguer. Je pense que c'était ça. C'est la vidéo associée au RAL Ouais. qu'on a publié Donc, récemment. tu as combien de publications déjà là? Une seule.
Là, L'oral, quoi. je le rallume. Ok. Là, je suis en train d'écrire une autre. Je suis en train d'écrire une autre. Donc, on peut. Un autre oral? On vise un trop cette fois, mais Ah ouais, je sais pas. carrément, ouais. Donc, On vise pour un info, trop, mais oral, donc Robotics and Automation Letters, c'est une revue tout à fait correcte, hein, de rang A en robotique. Et Transaction en Robotics, ça, c'est plutôt le cran au-dessus, quoi, A+. C'est des Mhm. travaux un peu plus matures, méthodologiques, fondamentaux, génériques, quoi. Ça, c'est mon premier papier de thèse. Donc, ici, dans le but, c'est en fait de contrôler de façon indirecte la position d'un point qui est sur un objet qui se déforme euh, à partir en manipulant d'autres points. Donc, pour contrôler la forme d'un objet, en général, une tâche simple serait de contraindre plusieurs points de cet objet d'être à des endroits précis. Si on veut donner une forme précise à un objet, on peut essayer de contraindre un certain nombre de points sur cet objet pour qu'il ait cette forme. Donc là, c'était une simple comparaison entre l'hypothèse quasi-statique et dynamique. Et là, normalement, quand on fait l'hypothèse quasi-statique et qu'on essaie de faire des mouvements de contrôle rapide, on se rend compte qu'à la fin, il y a des oscillations qui persistent. Euh, ah, un cercle. Donc ici, le but, cette fois-ci, donc on a un point d'intérêt qui est le marqueur noir, qui est le point vert. En fait, le point vert, l'objectif, c'est d'amener le point vert au niveau du point jaune, qui est la position désirée, et donc par retour visuel. Et ici, je tiens à préciser que c'est un contrôle qui est fait en 3D. La 2D, c'est juste pour la visualisation. Donc là, les points, c'est juste la projection des points réels dans l'image. Et donc, on peut voir que c'est converge assez rapidement, contrairement aux Donc là, méthodes c'est en réel vidéo, là, hein, on est d'accord. là, c'est en réel, la vidéo n'est pas accélérée du Ouais, tout. et la fréquence de l'asservissement visuel, c'est combien à peu près? Je crois que c'est 50 Hz, si je me trompe pas. D'accord. Mhm. C'est parce qu'en fait, le simulateur va plus vite que la caméra. Mhm. À chaque itération de commande, on reçoit des images d'une caméra RGBD, ce qui permet de recaler le modèle en temps réel. Mais vu que la simulation va vite, c'est comme si on faisait une espèce de fusion de données entre la simulation qui est rapide et la caméra qui est lente. Mhm. Et toute la commande est basée sur la simulation, ce qui permet d'avoir une commande qui va plus vite que la caméra. Mhm. Et tu as programmé alors toute cette commande? Comment t'es intervenu là Euh, pour cette manip? et donc pour la manip, le contrôle du robot et tout ce qui est traitement, contrôle du robot, capteur et caméra, et traitement d'image, c'est fait avec le logiciel Visp. Mhm. Donc c'est une librairie en C++ développée à Rainbow. Ouais. Euh, et donc la simulation de l'objet, c'est fait avec Sofa. C'est un logiciel de simulation développé par l'INREA de Lille. Et tu maîtrises Sofa là, c'est bon? Disons que j'arrive à faire des choses avec. Ouais, ouais, parce que c'est réputé être difficile Je peux d'accès. pas dire que je maîtrise Sofa, mais disons que bon, j'arrive à faire des choses avec. Mhm. Le code, c'est principalement, il y a une partie en Python, il y a une partie en C++. En fait, Python, c'est plus pour la scène, parce que Sofa, tu décris une scène. Et donc, tu peux décrire cette scène en C++, en HTML ou en Python. Et donc, tu décris ta scène. Et d'un autre côté, j'ai un code en C++ qui fait tout ce qui est traitement d'image, qui aussi produit des contraintes qui sont appliquées à la simulation SOFA pour faire du recalage, et aussi qui calcule la commande en fonction des données récupérées dans SOFA, qui calcule la commande appliquée au robot. Je me rappelle quand je voulais commencer la thèse, je me disais, genre, on utilisait des outils qui sont génériques ou avoir des compétences avec lesquelles je pourrais partir dans d'autres équipes ou dans d'autres entreprises et dire, bon, voilà, j'ai fait OpenCV, j'ai utilisé Eigen, j'ai utilisé tel lib qui est assez connu. Mais un jour, je me suis laissé tenter par Visp.
et j'ai complètement été séduit. Hmm. Visp, C'est c'est écrit en C++, hein, c'est ça? c'est écrit en C++, Visp. Et là, là, j'ai un collègue qui a porté Visp en Python. C'est récent, c'est assez récent. Il a porté Visp en Python. C'est encore embryonnaire, mais ça marche bien. On arrive à faire des trucs, à prototyper des trucs très rapidement avec. Hmm. Mais Visp en Python, c'est déjà là, c'est déjà réel. Hmm. D'accord. Et l'avantage, c'est qu'on pourra, vu que ça contrôle tous les robots, en quelques lignes de Python, on pourra voilà, prendre une image, traiter, envoyer une commande au robot. Je pense que c'était beaucoup plus dans l'optique de faire des TP avec Ah des oui, oui. étudiants Bah oui, de forcément, oui. master ici. Ouais. Oui, ils maîtrisent plutôt le Python que le C++ Ouais, actuellement. le Python, Ouais. c'est plus simple. Hmm. L'objectif, c'est de faire de l'assainissement visuel, pas de corriger les bugs en C++. Hmm. Mm. Et donc là, tu as aussi une séquence, il me semble me souvenir, où on perturbe le système Oui, et il compense la perturbation, non? ouais, c'est là. Oui. Ah ouais, tu déformes la surface avec une baguette, là, Mhm. et l'asservissement corrige, quoi. C'est-à-dire que le Ouais, robot va corrige. déformer la mousse, là, c'est de la mousse, hein, Mhm. c'est ça? Ouais, c'est de De la mousse, manière oui. à ce que toujours le point soit la primitive, enfin le Mhm. carré noir là, hein, c'est ça, Mhm. la tache noire sur la mousse soit coïncidente avec la référence, quoi. Mm. Ouais, tout à fait. Et donc là, c'était aussi essayer avec deux points. Mm. Et donc le calcul SOFA là est accéléré sur un GPGPU ou Normalement, ils ont une version. Là, c'est Sofa CPU. Là, dans ce travail, c'est uniquement CPU. ok. Sympa, ok, cool. Alors, est-ce que alors on va parler maintenant un peu de la fin de thèse et surtout de l'après-thèse. Est-ce que tu sais déjà quels sont tes objectifs? Donc là, les objectifs cette année, c'est fini donc le papier sur lequel je suis en train de travailler. Là, c'est plus un assainissement de points, mais là, c'est un assainissement de la forme entière, euh, toujours basé sur les éléments finis. Et tout aussi rapide ouais, tout aussi rapide qu'avec les points, hein, ça c'est un point important. Mhm. Et donc il y a ça, et ensuite il y a un showcase. Showcase, Ouais, il y a un showcase à faire juste après. Et, c'est-à-dire? une démo un peu pratique, D'accord. pratique Ah comme oui, on quelque dit. chose où on montre l'intérêt pratique de. Ouais, du Ça, contrôle des. c'est imposé par quoi? Parce qu'il y a une manifestation, une conférence où tu vas faire une démo ou Non, on vous fait un papier de conférence dessus. ah, un papier conférence. Ok, Mm. Donc, d'accord, on pourra faire un papier de conférence dessus. On a envie de mettre en place un truc plus pratique que d'accord, des cas de laboratoire. d'accord. Et donc, il y a ça, si le temps nous permet. Normalement, les objectifs, c'est ça, finir ce papier, ensuite ça. Et normalement, après, il y a la rédaction du manuscrit, même Tu la vises rédaction du une manuscrit. soutenance pour quand alors? Alexandre me parlait de décembre. Ouais. Euh, Tu t'envisages de faire la qualification, j'imagine. la qualification pour me mettre de conf. Ouais, pour les concours d'enseignants-chercheurs. Oui, j'ai fait des enseignements pendant la thèse aussi, ça j'ai bien aimé. Ouais, J'ai j'ai bien aimé. C'était c'était amusant, c'était ouais. intéressant. J'avais de belles interactions avec les étudiants. Quels étudiants? Des étudiants d'où? C'était des étudiants de l'ISTIC, donc une école d'informatique et d'électronique. D'accord. Et tu faisais quoi Euh, comme enseignement? je faisais du Java. Du Java. Ok. Ça, introduction, un coup d'introduction au Java. En fait, ce que je faisais, c'était, on pouvait enlever Java, mettre C++, ça marche pareil. Donc, Oui, oui, il y a des concepts c'était, ouais, hmm, c'était qui se des rejoignent. boucles, des trucs comme ça, des trucs très, très basiques. Mais c'était intéressant, ouais. J'ai eu Mais de du belles coup, interactions. est-ce que tu comptes, parce que bon, la deadline pour la qualif, en général, c'est vers le 15, il faut avoir soutenu sa thèse avant le 20 décembre.
Est-ce que tu as ça en ligne de mire ou c'est pas une priorité? Ben, normalement, en général, les thèses se soutiennent en début décembre chez nous à Rainbow. Oui, bah pour cette Donc, raison aussi, hein, pour ouais. pouvoir, parce qu'il faut avoir la thèse pour pouvoir postuler à la qualification, Ah sinon oui, ça t'attend une année de plus, quoi. ah ouais, mais sinon aussi, je regarde aussi du côté du privé. Du privé, ouais. Du Mhm. côté du privé, donc là, j'étais en discussion avec une entreprise qui s'appelle Esprid. Ils sont basés à Saint-Malo. Ils font des robots, des robots mobiles pour l'effeuillage des plants de tomates. D'accord. Donc, ils sont à la recherche d'un ingénieur en robotique. Bon, quand j'ai vu les missions, c'était commande de moteur, avoir déjà travaillé avec des bras, des trucs comme ça, avoir des compétences en contrôle. Et donc, ça m'a plu. Franchement, ils ont de belles vidéos et bon, je me suis renseigné sur la boîte, c'était intéressant. Et donc, j'ai Mhm. envoyé mon CV. D'accord. Donc, ils Ah, m'ont c'est pour appelé. ça que ton LinkedIn, maintenant, il y a Open to Work. Ouais, tout à fait. Ok, je me posais la question. D'accord. Et donc, Tout à fait. tu privilégies le privé pour la suite ou Ouais, disons que j'ai une envie de projet concret. Ouais, ok. Ouais, où on voit le final de ce qu'on fait Mhm, et ouais, où on voit le final de ce qu'on fait. Donc, quand j'ai vu le robot, mhm. bah, je me suis dit, ah, c'est intéressant, ou peut-être faire des drones chez Parrot, ça peut être intéressant aussi. Où au final, tu vois l'engin voler et puis être vendu. Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais ça, c'est une saine motivation, hein. Actuellement, la robotique agricole, elle va en poupe, hein. Bon, alors, bon, l'industrie un peu souffre en ce moment à cause d'une conjoncture, notamment au niveau des taux d'intérêt qui n'est pas favorable. Il y a potentiellement un début de récession, mais malgré tout, la robotique agricole se porte relativement bien par rapport au reste, et avec plein de startups, notamment en France, hein, qui est quand même un pays très Ouais, agricole, hein, où il y a, alors je ne connaissais pas là cette entreprise de Saint-Malo, mais on a Vitibot par exemple qui fait des ouais, Vitibot, robots pour la viticulture, qui est du côté de mm, Reims. On a Naio mm, Robotics du côté de Montpellier qui fait des petits robots aussi pour la viticulture, mais pas que, avec différents outillages possibles. mm. Et puis petits robots, on a des fabricants plus traditionnels d'accessoires de tracteurs, par exemple comme Kuhn, qui se lance dans la robotique. Il y a John Deere aussi qui veut Mm. faire un... Alors là, c'est plutôt le concept tracteur robot, quoi, hein, qu'on Ouais, voit. c'est vraiment un secteur la robotique agricole, c'est vraiment un secteur qui m'intéresse. Je trouve qu'il y a plein de Ouais. défis. Et bon, la recherche académique aussi s'est emparée de ce sujet, hein. Par exemple, Mm. au LIRM, Mark Goodfard se lance dans les robots parallèles à câble pour l'agriculture, tu vois, ce genre de Ah choses. ouais, ça Ah peut ouais. être c'est des thématiques super intéressantes. Ah ouais. Et plutôt low cost et robuste, tu vois, parce que dans Mm. l'agricole, il faut que ce soit Mm. simple, à Ouais, l'épreuve de tout, quoi, hein. Donc, mm. il y a cet aspect un peu low cost et robuste, quoi. Mm. C'est vrai. Bon, Ok, après aussi, ok. Et donc, tu n'envisages pas du tout une carrière académique, là, à ce stade-là, si? moins Moins. qu'avant. Ça a changé? C'est la thèse qui t'a fait changer d'optique ou... Je pense que c'est la thèse qui m'a fait changer d'optique. Et, euh, et puis, disons que le problème que j'ai avec les carrières académiques, c'est que même après la thèse, c'est pas fini. Il faut enchaîner des postdocs. Ouais, tu sais pas combien de postdocs tu feras. Et disons que mon esprit actuellement aspire à une certaine stabilité. J'ai Ok. pas envie de me poser des questions où moi je suis, j'ai pas envie de me poser des questions où je serai dans 10 ans. Hmm. C'est une question qui m'effraie, j'ai pas envie de me la poser. Ouais, bah, je comprends, je comprends. Parce qu'actuellement, il est indéniable que l'incertitude quant à l'avenir des jeunes docteurs, cette incertitude est allée en croissant au fil des dernières années, hein. Ouais, On en demande de plus en plus. Alors, bon, il y a aussi un nouveau phénomène.
qui est que sur certains concours d'enseignants-chercheurs plutôt là, Mhm. on ne trouve plus personne. Hein, donc ça, c'est arrivé par le passé. Alors, Ouais. des endroits qui sont pas forcément les endroits où tu as envie d'aller, quoi, hein, parce qu'il y a quand même des postes qui sont difficiles, où concilier la recherche et l'enseignement, c'est pas du tout évident. Enfin, surtout Mhm. faire de la recherche, quoi. Hein. Certains IUT, par exemple, où tu sais que tu Mhm. vas plus faire de recherche, quoi. Parce que matériellement, et du point de vue logistique, c'est difficile. Et Mhm. donc, il y a des postes où il n'y a plus personne. Bah, et je pense que le salaire joue aussi un rôle. Hein. C'est pas, Ouais, c'est... la revalorisation salariale a eu lieu, mais d'une manière imparfaite, quoi, en mettant des seuils et avec des effets de bord. Enfin, c'est pas du tout optimum, je pense. Mhm. Et qui fait que l'attractivité, alors ce que tu racontes là, je le déplore, hein, parce que j'ai vu cette tendance-là. Qui est très très lente, hein, mais qui existe et qui fait qu'actuellement les jeunes hésitent effectivement plus alors parfois avant même, à se lancer dans une thèse. Ouais, c'est vrai. Déjà ça on le voit, hein. Et une fois qu'ils ont leur thèse en poche, ils hésitent à poursuivre parce que c'est effectivement, comme tu dis, c'est pas fini, quoi. Et C'est pas fini. surtout si tu envisages une carrière de chercheur, quoi. Alors là, effectivement, Ouais. faudra que tu fasses un postdoc, c'est obligatoire. Il faudra que tu essayes au moins une fois, voire deux, avant d'espérer avoir un poste. Mhm. Et après c'est peut-être chaud pas gagné. Après, il faut faire ses C'est preuves, c'est ça. il faut passer les échelons, il faut passer Mhm. éventuellement un moment directeur de recherche. Donc, oui, oui, c'est très, très difficile, c'est très compétitif et il faut avoir la foi, quoi. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Il faut avoir la foi, il faut rester motivé durant Ouais. tout ce temps. Et puis Et aussi, c'est il faut vrai que être dans l'industrie, dans le bon état d'esprit. quand on aime les choses concrètes, quand on aime l'ingénierie, quoi, hein, et quand Mhm. on aime la nouveauté aussi, hein, il y a des startups qui innovent et qui font des choses très intéressantes. Et quand on a envie de voir l'effet concret sur la société de ce qu'on fait, bah oui, Mhm. un C'est doctorat justement. permet de donner accès à des métiers. Euh, qui sont un peu avec une valeur ajoutée recherche un peu plus importante, hein, Mhm. et c'est un profil qui est recherché, hein, par les entreprises, hein. Ouais, surtout avec Quand ils ont le envie d'un budget pour recherche. manager ou alors même de quelqu'un qui va prendre en main un peu la recherche, la R&D, qui est un peu de pointe dans leur service. Et s'ils ont constaté, bon, ben là, on prend des ingénieurs, ils ont tendance à bricoler, il faut qu'on arrête avec ça, il nous faut quelque chose d'un peu plus carré, et qui respectent un peu les bonnes pratiques de rigueur académique, bah là, ils se tournent parfois vers, et souvent même vers des docteurs qui amènent ce côté rigoureux dans la démarche, quoi. Je Ouais, veux il y a pas de dire que plus les en plus ingénieurs d'offres ne peuvent pas être d'emploi. rigoureux, quoi. Mhm. Mais le fait d'avoir un doctorat, c'est quand même une formation à la rigueur, à une certaine démarche, et ça peut être extrêmement profitable pour une entreprise qui atteint un peu un plafond de verre de R&D parce que jusqu'à présent, ils bricolaient que ça marchait, mais maintenant, il faut passer au level d'après, Mhm. il faut avoir des Ouais, équations qui sont justes, il faut les valider, il faut valider chacun des points de manière rigoureuse, et donc là, il faut quelqu'un qui emmène, disons, l'équipe vers plus de rigueur, quoi. mhm. Et ça, c'est souvent un pari gagnant, quoi. Mm. Et puis Écoute, bon. non, mais avec ton profil, je pense que ouais, là, t'as pas à te faire de soucis. T'as- t'as- c'est pas un doctorat dans un domaine fondamental de la physique, par exemple, avec très Mhm. peu de débouchés dans l'industrie, quoi. Hein. C'est quand même les sciences pour l'ingénieur. Donc là, Mhm. les compétences que tu as développées, euh, elles intéressent forcément l'industrie, quoi. Ok, très bien. Ben, c'était intéressant. Alors, peut-être juste pour finir, on va parler de trucs qui fâchent, alors qui ne te concernent plus, mais qui vont concerner les étudiants là qui vont faire le MOOC. C'est le changement dans les frais d'inscription. Je ne sais pas si tu es au courant. Les Ah facs en ouais, France l'université de Strasbourg. ont augmenté les frais d'inscription Ouais, à destination des étudiants des étrangers. étudiants hors
Ouais, Union européenne ouais, et donc ça s'élève à 3 700 € à peu près hmm. par an, ce qui est loin d'être négligeable. Ouais, c'est pas Alors négligeable, hein. bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce que c'est complètement voilà, ça empêche tout espoir, disons, de faire des études en France pour la plupart des étudiants qui viendraient d'Afrique? Ou alors est-ce qu'il y a des moyens d'obtenir des bourses? Je ne sais pas, est-ce qu'au Cameroun, il y a moyen d'avoir des bourses ou des aides? Euh, donc le système, c'était bien à l'époque, mais le système de bourse et des aides au Cameroun est presque inexistant. Mhm. C'est, D'accord. la plupart des bourses que les Camerounais ont, c'est souvent des gouvernements étrangers qui les donnent. C'est souvent des gouvernements étrangers. Le gouvernement camerounais lui-même, ouais, c'est plus comme... il y avait une époque où il y avait pas mal de bourses d'études, mais ça a disparu, tout ça, c'est rare, c'est très rare. Hmm. Mais je pense que ça ne découragera pas la majorité des gens. Ok, 3 700 Oui, euros, c'est pas de nature à complètement décourager, quoi. Ok. c'est vrai que ça change, mais je sais il y a beaucoup de Camerounais qui vont faire des études aux États-Unis, au Oui, oui, c'est Canada. beaucoup plus cher. Ouais. Hmm. Là-bas, c'est beaucoup plus cher. Donc, je D'accord. pense que 3700. Et il y en a même qui font des études en France, mais dans des écoles privées. Hmm. Ouais, ou c'est Donc, plus que ça, ouais. bon, disons que ça va juste changer la façon de se préparer pour arriver en France, c'est tout. Hmm. D'accord. Parce que, ouais. Mais bon, passer de 243 euros à 3700, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup, hein. 243 euros, tu pouvais avoir un job étudiant et payer tes frais de scolarité. Hmm. Là, mais je pense que ça ne découragera pas ceux qui sont motivés à venir étudier en France. Auront D'accord. les moyens, Ok. auront les moyens. En tout cas, il reste toujours la bourse Eiffel, mais qui est extrêmement sélective, hein. Mm, On en a eu une pendant toute la période où je suis, depuis que je suis responsable du master, hein, il y en a juste mm, une qui a eu la bourse Eiffel, et mm, c'était une étudiante algérienne qui était classée dans les 15 premières à leur concours post-bac pour entrer, ou alors non, post-classe prépa. Après leur classe mm, prépa, ils ont des concours, un peu comme chez nous, hein, et ils mm, ont un des concours où il y a, je pense, facilement 3000, 4000 étudiants. mm, Et elle était classée dans les 15 premiers, quoi. Et donc, elle a décroché la bourse Eiffel. Elle a très bien réussi chez nous. Mais voilà, c'est extrêmement sélectif, la bourse Eiffel. ouais, tout à fait, c'est quand même une belle bourse, quoi. Ouais, ouais, ouais. Une fois qu'on la décroche, c'est appréciable. Ouais. Mm. Ouais, tu n'as plus à te soucier de soucis financiers, c'est le moindre de tes soucis, là. Le seul problème devient juste d'étudier et réussir tes études. Ouais. Parce Alors, que ça pose toujours au les Master finances. ERIV, on a ouvert une nouvelle filière qui s'appelle Health Tech Mm, depuis maintenant 3 ans, je crois, 3 4 ans. Et là, c'est alors, c'est pas lié au MOOC, hein, donc je mm, rappelle, hein, donc les lauréats du MOOC ont un accès facilité au parcours AR, automatique et robotique. Donc, c'est l'accès c'est la voie que tu as suivie, hein. Le fait de réussir le MOOC fait que bah, on va pas regarder en détail les résultats académiques. Ça, on considère que ça a été validé par le MOOC. Et on va plutôt regarder tout ce qui est administratif. Bah, évidemment, il faut niveau B2 français, enfin, pour ceux qui viennent pas des pays francophones. oui, c'est ça, pour ceux qui viennent pas Mm, des pays francophones et qui est toutes les pièces au dossier, quoi, de manière administrative. Voilà. Donc, en gros, si on fait bien son dossier, ça passe comme une lettre à la poste. Mais on a ouvert également un autre parcours qui s'appelle HealthTech. Alors là, c'est plutôt l'ingénierie pour la santé. Et mm, eux, ils font leur propre concours. Alors j'imagine qu'une réussite au MOOC sera accueillie favorablement, hein, dans le mm, processus de sélection, fera un bonus dans ce processus de sélection, mais ils font leur propre concours avec des auditions également. Et mm. les étudiants qui sont retenus, là, ont une bourse équivalente à la bourse Eiffel, quoi, pour faire leurs Ah études. oui, j'ai vu ça sur le site du master, c'est Ouais. intéressant. C'est Donc ça, intéressant pour ceux c'est... qui sont motivés par l'ingénierie de la santé. Donc c'est pas orthogonal, disons, au MOOC, Mm, euh,
MOOC Robotics, Mhm. ils font aussi de la robotique, hein, mais évidemment, le MOOC prépare qu'à une sous-partie, disons, des compétences de... Ouais, je crois qu'ils font aussi de la science de données, comme Oui, ça, ouais, ouais, machine learning. c'est ça. C'est ça. Faut avoir Ouais, Bon, c'est intéressant tout ça. ouais. Alors, pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils là pour quelqu'un qui serait dans la situation dans laquelle tu étais au moment où tu suivais mes vidéos YouTube et qui voudrait faire le MOOC et qui voudrait se lancer dans l'aventure des études en France? Quel conseil tu donnerais actuellement, vu ton expérience? Pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure des études en France, moi je lui conseillerais d'y aller, hein, de- par exemple, tu as parlé il y a un instant du programme FTech. C'est des opportunités comme ça qu'il faut regarder, surtout si financièrement c'est pas trop ça. Mais quelqu'un qui a une famille ou qui est capable d'assumer pleinement le côté financier des études en France, franchement, lance-toi. C'est très beau. C'est un peu comme moi, j'aime bien ma vie en France. J'aime bien ce que je vis ici. Euh, les gens que j'ai rencontrés, franchement, c'est génial. Il n'y a Mhm. pas que les études, il y a aussi l'aspect culturel. Mhm. Et c'est vraiment bien, hein. Et puis la Bretagne, franchement, la Bretagne, c'est quelque chose. Tu préfères la Bretagne à l'Alsace? Ouais, franchement, la Bretagne, c'est quelque chose. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est bien. Ouais, ouais. J'ai, euh, Il nous manque la c'est bien. mer et puis il nous manque le... Bon, c'est vrai qu'au niveau climat, Bon, au c'est un niveau peu climat, je humide, préfère quoi, mais il fait l'Alsace. pas très froid, quoi. Puis Au il y a niveau la climat, mer, je c'est préfère génial. l'Alsace. Ouais. Mais Ok. sinon, dans l'aventure des études en France, lance-toi, franchement. Euh, c'est aussi une question de préparation. Faut faire les choses à l'avance. Surtout, bah, un aspect vraiment très important, c'est l'aspect financier. C'est pas un aspect à négliger. Il faut être bien préparé. Il faut pas, disons, venir en comptant peut-être sur des jobs étudiants. Il y en a qui ont la chance de trouver, mais il y en a qui galèrent pour trouver des jobs étudiants. Et en plus, ça dépend des villes. Hmm. Donc, il faut être bien préparé, surtout sur la durée qu'on prévoit faire. Et aussi, bon, aller bah, bien se concentrer parce que normalement, je pense que il n'y a pas de piège. Quand tu travailles bien, bah, tu réussis tes études. Hmm. Donc, il y a pas de piège. C'est vraiment super. Franchement, les études en France, je regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. Ouais, Bon, ben, en tout cas, c'est vrai que je n'ai pas encore ouais, terminé, mais je vois que tu es épanoui là dans ce que tu fais. J'ai vu cette progression d'ailleurs au fil des années là où tu as commencé, à partir du moment où tu as commencé à étudier en France jusqu'à maintenant, hein, tu es de plus en plus à l'aise et ouais, tu parais de plus en plus apprécier, disons, ta condition et ce que tu fais. hmm. Et, euh, et donc ça Ouais, là, fait plaisir à voir. c'est vraiment Et bien. Et puis, s'intégrer aussi, c'est bien. Il n'y a pas que les études. ouais, ouais, bah Franchement, oui, ouais, ouais, il y a, j'imagine, ouais. Ouais, il y ouais, a, c'est pas- clair. il y a pas que les études. La vie autour des études est géniale. Mm. Euh, quoi, ils appellent ça quoi? Oh, comment ils appellent ça? Ouais, les galettes saucisses, des trucs comme ça. Ah oui, Franchement, oui, 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 toute la vie sociale bretonne, là, oui, oui. toute la vie sociale, même en Alsace. En Alsace, je pense que peut-être j'ai pas assez profité de l'Alsace parce que, bon, la thèse, on va se Non, mentir, mais la toi, tu y thèse. étais pendant le Covid, là, c'était vraiment la galère, là. Et puis la thèse, ça apporte quand même, quand tu es tout seul, quelqu'un qui est tout seul, ça apporte un certain confort financier. Ouais. Ouais. Il y a des problèmes que j'ai plus, que j'avais, j'ai des choses dans l'esprit que j'ai plus, que j'avais quand j'étais en Alsace. Mm, mm. Et des questions, par exemple, tu veux prendre un café, tu te poses pas trop la question, avec combien coûte le café, quoi. Ouais, C'est ouais, ouais. des problèmes que j'avais en Alsace, j'ai plus. Là, je profite un peu Oui, mieux de la la vie. bourse de thèse a été Ouais. bien revalorisée, hein, je pense. Euh, je sais pas combien t'es à... Je suis à 2100 brut, un truc comme ça. Ouais,
Ouais, c'est ça. Ouais, ça a été, Et tu fais encore des enseignements, donc ça, et, c'est, ouais, ça rajoute encore des sous ça en rajoute plus. encore un peu, ouais. Donc, pour quelqu'un qui vit tout seul comme moi, ça va. Tu te plains pas. Ouais, ouais. Donc, tu D'accord. peux commencer à avoir des activités sociales, avoir des loisirs. Et donc, ça rend la vie beaucoup plus agréable. Mhm. Mm. Plus simple. Plus simple, et ben, surtout qu'en France, il y a plein de choses à faire. C'est tellement bien. Ouais, Il y et a il n'y plein a de rien que choses tu à faire. regrettes du Cameroun? Au Cameroun, disons que, bon, premièrement, il y a ma famille, Bah oui. mais euh, disons, la façon d'interagir avec les gens, ça me manque un peu. Ok. Euh, c'est vrai que le français, bon, le français, c'est le français. Après, bon, quand il va dans une autre contrée, il se colore un peu à l'image de la contrée. Bon, au Cameroun, il y a une façon particulière de parler français. Bon, à la base, c'est le français comme en France, mais il y a des tournus de phrases. Il y a des tournus de phrases, des expressions qui sont, ouais, pas très utilisées en France, mais quand j'entends encore, ça me fait un pincement au cœur parce que, ouais, souvent dans le métro, j'entends des Camerounais discuter. Quand je Mhm. suis souvent dans le métro à Paris, je vois deux personnes discuter, ils ont des tournures de phrases et je dis, mais ça, c'est des Camerounais, c'est sûr. Mhm. Et j'ai envie de discuter avec eux. C'est des interactions disons que c'est les interactions un peu aussi la vie sociale à la camerounaise. Ok. Ça me manque aussi, ouais. C'est Euh, quoi la différence? C'est un peu plus convivial ou c'est disons que quoi? les gens C'est sont un peu détendu? plus détendus, plus relax, ils se prennent un peu, bon, une expression, je sais pas, entre guillemets, ils se prennent un peu moins la tête dans les Ouais, interactions sociales. ouais, ouais. C'est tout de suite quelqu'un va te voir dans la rue, il va t'afficher un grand sourire, il va te demander comment tu vas, il va te demander comment ta mère va. C'est tout de suite des trucs comme ça. Qui est un peu moins à Paris, en général, Non, si quelqu'un te dit bonjour, quoi. oui, C'est très oui. En rapide. Alsace, encore pire. Alors, je sais Mhm. pas, en Bretagne, Euh, bon, bon, en Bretagne, bon, ils les sont gens assez sont cool, les chaleureux, c'est Bretons, bien. hein. C'est bien, les gens sont très chaleureux en Bretagne Mm. et parfois à certains événements, parce que moi j'ai essayé les danses. Et là, je fais les danses de salon, donc tout Ok. ce qui est valse, tango, des trucs comme ça. Mhm. Je m'y suis essayé en 2023, j'ai complètement accroché. Et donc je vais souvent à des soirées organisées en Bretagne. Ok. Mais j'ai pas du tout l'impression d'être un étranger. Et ça, Ouais, c'est vraiment cool. ouais, Je suis ouais, là, parfois, je suis le seul noir de la soirée. Donc, ouais. je me retrouve dans une soirée avec 200 personnes. Je suis le seul noir de la soirée. J'ai pas du tout l'impression d'être un étranger. J'ai l'impression d'avoir toujours été là, Mm. avec eux, à danser toute la soirée. C'est vraiment trop bien. Mm. Ah ouais, bah c'est bien. Non, C'est non, super. mais c'est franchement très intéressant ce que je vis là. Donc, au final, bah, j'ai en profiter encore pour les années à venir. Ouais, bah là tu commences, tu vas bientôt commencer ta vie professionnelle, hein. Moi, je Mhm. te souhaite de trouver effectivement le job qui te plaise le plus, hein, parce que c'est ça qu'il faut, ça doit être ça Mhm. le critère de recherche, quoi, hein, Ouais, quelque chose qui te clairement. plaise, hein, et puis ça sera pas forcément le job de toute une vie, ou peut-être le job de toute une vie, on ne sait pas, hein, mais de Mhm. On toute sait façon pas, dans ça peut être le l'industrie, job de il quelques faut années. Hein. voilà, surtout au début, on peut essayer, on peut changer. D'ailleurs, c'est même Mhm. conseillé de changer, allez, pas tous les 6 mois, mais tous les 3 ans, quoi. Rien que pour l'évolution professionnelle, hein, c'est conseillé. Et Et puis, puis, il faut se faire sa petite expérience. et puis Et moi, si j'ai un conseil aussi à donner aux étrangers qui viennent en France, c'est vraiment s'intégrer. hum, Parce que, bon, il y a aussi, je sais pas, peut-être parce qu'ils ont peur aussi des Français, je sais pas, ils ont tendance à rester entre eux. Et peut-être c'est vraiment dommage de pas s'ouvrir. Moi, j'ai essayé de m'ouvrir un peu aux gens et moi, je suis pas déçu. hum, C'est, en plus, ça fait plein de contacts. T'as tellement de, ouais, t'as des contacts avec des gens. Par exemple, mon tuteur du stage chez Dassault Systèmes, mon stage de fin d'études. Bah, après le stage, on est devenu potes. hum, On est hum, devenu potes. Il a acheté une maison en Bretagne.
il m'a déjà invité chez lui au moins 10 fois. On a pris Ah oui, l'apéro et d'accord. tout. C'est- et on est devenus potes. C'est vraiment super. Et puis, voilà, au Nouvel An, on a passé le Nouvel An ensemble chez lui, avec sa famille. C'était bien. Hmm. Donc, Bah, super. ouais, franchement, s'intégrer aussi, participer à la vie de l'école, je trouve que c'est une autre façon de voir et les choses. Et puis quand je rencontre des étudiants, parce que vu que moi je fais de la danse maintenant, parfois dans les soirées, il y a des étudiants étrangers, notamment un qui s'appelle Manu, c'est un étudiant indien. Bon, lui, il parle pas très bien, il parle pas encore très bien français, mais lui, il veut vraiment s'intégrer. Donc quand je le vois arriver en soirée comme ça, il essaye de parler aux gens, de vivre la culture, ce qui se passe autour, pas que les études. Et, et bah, je vais vers lui, je lui explique, voilà comment ça se passe, voilà comment tu vas faire avec les gens, c'est vraiment bien, ouais, c'est vraiment cool que tu cherches à t'intégrer. Hmm. Euh, euh, ouais, c'est bien de rester avec les gens qui nous ressemblent, mais c'est aussi bien d'aller vers les autres. Bah, ça, c'est le mot parfait pour la fin, là. Donc, Ouais. bah, merci pour cet entretien, pour ce partage d'expérience. Je pense que ouais, ça va intéresser les candidats au MOOC et les candidats de manière générale aux études en France. Si ça peut Parce que motiver bon, je quelqu'un. pense que c'est un exemple à suivre, quoi, hein. Hmm. Bah, alors merci pour cet entretien, hein, et puis Ouais, bah, bonne chance pour la fin, pour les échéances là qui s'annoncent pour la fin de thèse, ouais, et puis pour trouver un job qui te plaise. merci beaucoup, c'est très Et je pense gentil. qu'on aura encore l'occasion de se croiser. Ouais, ouais, je pense, Ouais, hein, ouais. je pense. Allez, salut, hein. Salut, bon, tout va bien. Merci, toi aussi. Merci.